Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire l'avant-dernière sous-partie du cours sur la politique. Alors on s'était arrêté avec la question de la représentation et je vous avais demandé de travailler un peu le texte d'Arendt, voilà, qui est ici à gauche et pour lequel je vous ai posé un certain nombre de petites questions. Euh, voilà, donc on va en faire un peu la reprise. Alors je vais pas explicitement répondre au questionnaire, vous allez voir que dans le corps du texte, ce sera assez limpide. Les réponses, je les ai un peu intégrées au fur et à mesure. Alors, on s'était donc arrêté sur la question de la représentation et on avait vu que même dans un État démocratique, même quand il y avait le droit de vote, en fait, c'était pas si simple que la représentation représente vraiment le peuple. Alors aujourd'hui, on va voir un autre problème, c'est que même quand le pouvoir, quand les lois, quand les délégués sont représentatifs de l'opinion du peuple, et que donc la démocratie fonctionne bien, en un sens, eh bien, la justice n'est pas encore gagnée, et il faut continuer à se méfier un petit peu de ce qui se passe et que l'État peut pas tout garantir et que si les citoyens deviennent eux-mêmes injustes, eh bien la qualité de l'État, la garantie que produit l'État est en fait au final une arme pour développer l'injustice. Parce que si les citoyens sont vraiment injustes et votent des lois injustes, au fond, l'État sera obligé de défendre avec efficacité les lois injustes qui sont votées. Donc la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand dans une démocratie, soit l'État, soit les citoyens perdent un peu la boule. Est-ce qu'il y a un moyen de contestation possible? Est-ce que finalement il n'y a pas une façon de restaurer la justice quand même? Alors, le texte de Arendt, je vais commencer par le lire. Alors, des actes de désobéissance civile interviennent lorsqu'un certain nombre de citoyens ont acquis la conviction que les mécanismes normaux de l'évolution ne fonctionnent plus, ou que leurs réclamations ne seront pas entendues ou ne seront suivies d'aucun effet, ou encore, tout au contraire, lorsqu'ils croient possible de faire changer d'attitude un gouvernement qui s'est engagé dans une action dont la légalité et la constitutionnalité sont gravement mises en doute. Autrement dit, la désobéissance civile peut être dirigée vers des changements désirables et nécessaires, ou vers la préservation ou la restauration nécessaire et désirable du statu quo. La préservation des droits garantis par le premier amendement, ou la restauration d'un juste équilibre entre les institutions menacées par l'exécutif. Dans un cas comme dans l'autre, la désobéissance ne saurait être assimilée à la délinquance de droit commun. Mais il existe une différence essentielle entre le criminel qui prend soin de dissimuler à tous les regards ses actes répréhensibles et celui qui fait acte de désobéissance civile en défiant les autorités et s'institue lui-même porteur d'un autre droit. Le délinquant de droit commun, même s'il appartient à une organisation criminelle, agit uniquement dans son propre intérêt. Il refuse de s'incliner devant la volonté du groupe et ne cédera qu'à la violence des services chargés d'imposer le respect de la loi. Celui qui fait acte de désobéissance civile, par contre, tout en étant généralement désaccord avec une majorité, agit au nom et en faveur d'un groupe particulier. Il lance un défi aux lois et à l'autorité établie à partir d'un désaccord fondamental, et non pas parce qu'il entend personnellement bénéficier d'un passe-droit. Alors que dit Arendt dans ce texte-là? C'est que on pourrait croire que la désobéissance civile n'est pas plus justifiée que la délinquance, dans la mesure où il y a transgression de la loi, il y a criminalité, en un sens. Et du coup, on pourrait penser que désobéissance et délinquance, c'est exactement la même chose. C'est une simple transgression de la loi qu'il faudrait punir, parce que, on n'a pas le droit de désobéir à la loi. Toute désobéissance est illégale, et par définition, ce qui est illégal est contraire à la justice et donc condamnable. Alors, ce que dit Arendt, c'est qu'en réalité, il y a bien deux types de transgressions tout à fait distinctes. Puisque la criminalité a pour mobile l'intérêt égoïste, tandis que la désobéissance a en vue l'intérêt général ou l'intérêt commun. L'enjeu du texte est donc de proposer une forme de droit exceptionnel à la transgression quand les injustices d'État, ou les injustices du peuple d'ailleurs, sont flagrantes. Mais plus encore, un des enjeux du texte est d'empêcher le discours de ceux qui cachent leurs propres injustices en accusant ceux qui les dénoncent d'être des criminels, et en accusant ceux qui transgressent l'ordre établi injuste d'être des criminels.
Alors, le plan du texte, donc on avait 2 paragraphes. Donc dans le premier paragraphe, ici, on a un peu une définition, une description de la désobéissance civile, qui commence d'abord avec une petite description des circonstances dans lesquelles la désobéissance civile a lieu. Ensuite, avec une légitimation de ces mobiles, qu'est-ce qui fait que c'est juste de désobéir, et qui finit avec cette dernière phrase par une thèse qui dit donc du coup désobéissance et délinquance c'est pas pareil. La deuxième partie établit cette distinction qui est vraiment qui est annoncée à la fin du paragraphe précédent. Pourquoi est-ce que désobéissance et délinquance ne sont pas identiques? Donc d'abord, Arendt rappelle en quoi elles se distinguent et en quoi elles s'opposent. C'est que le délinquant agit en cachette alors que le désobéissant agit en public. Et ensuite, elle explique pourquoi. Pourquoi est-ce que le délinquant agit en cachette? C'est parce qu'il défend son intérêt particulier. Pourquoi est-ce que le désobéissant agit en public? C'est parce qu'il défend le bien commun, l'intérêt général. Voilà. Alors on va passer maintenant au commentaire un petit peu de détail de ce beau texte. Alors d'abord, Arendt relève 3 circonstances, 3 conditions dans lesquelles il y a des actes de désobéissance civile. Alors d'abord, il s'agit... il faut qu'il y ait un certain nombre de citoyens. Donc il faut que l'action soit faite en groupe. Il faut qu'ils aient acquis une conviction. Et donc ça j'en parlerai tout à l'heure. Et enfin, il faut que les mécanismes normaux d'évolution de la loi soient grippés. On en parlera tout à l'heure, mais c'est tout simplement le vote, ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce que Arendt commence par préciser ces circonstances générales? Il est essentiel de les identifier parce qu'au fond, elles servent devant le juge. Alors, ça sert de critère objectif pour qualifier juridiquement un acte de désobéissance. Vous voyez, le désobéissant qui va se faire arrêter, puisqu'il agit en public, ça on l'apprend dans la suite du texte, il peut dire au juge, regardez, je suis pas un simple délinquant. J'ai pas agi pour me mettre plein les poches, j'étais en groupe, ça vient pas de mon esprit illuminé, voilà pourquoi ma cause elle est légitime, et regardez, on a déjà épuisé tous les moyens légaux de contestation ou d'évolution de la loi. C'est du coup un acte de dernier recours. Donc, vous voyez, le but de l'explicitation de ces conditions, c'est de pouvoir montrer des preuves objectives de la bienveillance de l'acte, de l'objectivité de l'intention. Identifier ça, ça permet aux désobéissants de dire je ne suis précisément pas un délinquant, regardez, je n'agis précisément pas comme un délinquant, j'agis pas juste pour ma pomme, mais il y a ça et ça et ça qui prouvent que je suis bien désobéissant. C'est essentiel parce qu'évidemment l'intention des gens est invisible et le juge il a que quelques maigres indices pour la deviner. Et donc ça fait partie des indices quand même assez clairs de l'action. Alors, on va revenir maintenant à ces 3 caractéristiques, dont d'abord, évidemment, c'est un acte qui est collectif. Il s'agit d'un acte politique et non pas d'un acte qui est individuellement intéressé. L'idée, c'est de montrer que le désobéissant n'agit pas que pour lui, qu'il agit au nom d'une revendication collective, qu'il agit au nom de quelque chose de commun, et il ne cherche pas égoïstement à se défendre lui-même. En tout cas, pas que lui-même. Deuxièmement, c'est un acte qui est fait par conviction. Alors conviction, ça veut dire que c'est l'effet du travail de la raison. Le désobéissant sait se justifier. Il n'est pas mu simplement par la passion de l'injustice, du combat contre l'injustice. Il faut se rappeler ici la distinction entre persuader et convaincre. La conviction, c'est le nom du verbe convaincre. Et on vous souvenez qu'il y a persuasion quand on utilise simplement le désir pour amener un esprit à croire quelque chose, alors que dans la conviction, il s'agit d'amener l'esprit à comprendre quelque chose par la compréhension de cette chose elle-même, à croire quelque chose par la compréhension de la nature de la chose. Donc il y a conviction quand il y a adhésion de l'esprit à une idée par des moyens rationnels, si on veut. Donc ce que dit ici Arendt, c'est que le désobéissant, il s'amuse pas, il se laisse pas juste emporter par la passion, c'est pas, on n'est pas, au western, où la vengeance populaire va essayer de pendre haut et court celui qui s'est porté son courroux, mais il y a bien des articles par exemple qui sont parus, il y a bien un argumentaire, il y a bien la cause elle est argumentée. Troisième élément, c'est que les mécanismes normaux de l'évolution ne fonctionnent plus. Alors qu'est-ce que c'est ces mécanismes normaux? D'abord les mécanismes normaux d'évolution de la loi, c'est le vote, c'est le passage par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, etc. Alors il y en a d'autres, c'est aussi les mécanismes normaux de contestation. Par exemple,
la protestation, la pétition, la manifestation, la grève, etc. Alors, c'est très important ça, parce que ça montre la bonne foi du désobéissant. Il dit pas qu'il transgresse la loi pour le plaisir, mais c'est un acte de dernier recours. C'est très important ça. Une manifestation, une pétition, un article contestataire sont pas des éléments de désobéissance. Ce serait de très mauvais exemples pour expliquer ce passage, puisqu'ils sont légaux. Pour qu'il y ait désobéissance, il faut qu'il y ait transgression de la loi. Mais il faut qu'il y ait transgression de la loi après avoir essayé tout ce qui était légal pour s'opposer à la loi qu'on transgresse justement, à la loi qu'on dénonce comme injuste. Donc, ce que dit ici Arendt, je résume, c'est que il y a désobéissance quand le désobéissant, il agit en groupe parce qu'il ne cherche pas à défendre son intérêt égoïste, il agit par conviction, c'est-à-dire à partir d'un argumentaire raisonné sur la cause qu'il défend, et pas juste à partir d'un vague sentiment d'injustice, et troisièmement, parce qu'il a déjà essayé, et il peut le prouver au juge ça, qu'il a déjà essayé de faire des pétitions, de faire des manifestations, des grèves, etc., et que du coup c'était le dernier recours, il n'y avait plus que ça, la démocratie n'était pas capable de voir ses propres fragilités, ses propres injustices, et il ne restait plus que la transgression comme pour ainsi dire, moyen de légitime défense. Voilà, donc c'est bien des éléments objectifs qui permettent de montrer au juge toute l'injustice d'une cause ou d'une autre. Alors, petit b, alors qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui justifie finalement la conviction du désobéissant? Qu'est-ce qui montre que son argumentaire est juste? Alors, qu'est-ce qui montre le bien fondé de sa contestation? Alors, il faut expliquer comment prouver que le changement est un bien nécessaire et que donc le mobile, c'est-à-dire la raison pour laquelle on a désobéi, c'est comme dans le mobile d'un crime, est juste. Dans quelles circonstances est-il légitime de désobéir? Alors, elle donne des exemples, Arendt. Elle dit il faut qu'un changement désirable et nécessaire soit là. Il faut que le changement soit considéré comme désirable et nécessaire. Ou alors, il faut la préservation des droits garantis par le premier amendement, la restauration d'un juste équilibre entre les institutions menacées par l'exécutif. Alors, on va analyser un petit peu ces exemples. Alors qu'est-ce que ça pourrait être un changement désirable? Par exemple, ce serait un gain d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les noirs et les blancs, etc. Alors on justifiera évidemment plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de premier amendement? Alors je vous rappelle, le premier amendement, c'est un amendement à la Constitution des États-Unis. Alors là, je l'ai cherché là sur Wikipédia. Il est interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de presse ou le droit à s'assembler pacifiquement. Alors le premier amendement définit les droits fondamentaux de l'individu. Le juste équilibre entre les institutions, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire dont on a déjà parlé et qui garantit que aucun des pouvoirs ne prenne le pas sur l'autre et qu'il y ait des contre-pouvoirs entre les différentes instances du pouvoir. Le juge ne peut pas juger la tête du client parce qu'il ne peut pas inventer les lois. Le législateur ne peut pas mettre des lois complètement délirantes parce que elles sont pas. On peut ne pas les mettre à exécution si elles sont complètement délirantes. Ou alors le juge les interprète pour que ça colle quand même avec la réalité du cas. Et de la même façon, le gouvernement ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il peut se contenter de proposer des lois qui sont votées par quelqu'un d'autre. Alors, le gouvernement, ici, prendrait le pas sur le législatif, par exemple, c'est le cas qu'elle évoque ici, par exemple, en forçant des lois, ou alors sur le juridique, en condamnant directement un particulier, par exemple un opposant politique. Et donc, on sait bien, par exemple en Russie, Poutine qui fait enfermer Kasparov, qui est un grand champion d'échecs, et qui du coup, champion du monde d'échecs, très connu pour sa variante est-indienne chez les Noirs, qui se fait enfermer par Poutine pour des raisons politiques, alors que en théorie, le chef de l'exécutif ne devrait pas avoir droit au chapitre sur la question du juridique. Alors, allons un petit peu plus loin. De quoi ces exemples sont-ils les exemples? Arendt répond, quand l'État fait quelque chose d'illégal ou agit anticonstitutionnellement. Alors ici, il y a un truc très important, c'est qu'il y a rupture du principe juridique essentiel qui fonde l'État de droit, à savoir sa propre soumission au droit. Ça, on a vu ça avec Rousseau en particulier, vous vous rappelez, ce qui fait qu'un État est un État de droit, c'est que lui-même est soumis au droit qu'il édicte. L'État ne peut pas être hors la loi, il n'est pas au-dessus des lois. Il est lui-même obligé de suivre ses propres lois, et du coup, s'il ne le fait pas, il peut être condamné.
Et on peut avoir gain de cause contre lui en cas de litige au tribunal administratif, par exemple. Hein, ce concept d'état de droit, je vous le rappelle, c'est un concept qui permet de protéger l'individu contre les abus éventuels de pouvoir de l'État. Alors pourquoi est-ce que c'est grave quand l'État fait quelque chose d'anticonstitutionnel, d'illégal pourquoi c'est grave? Eh bien, parce que la Constitution, je vous l'avais dit, c'est la carte d'identité juridique de l'État. Et du coup, s'il la transgresse, au fond, il s'autodétruit. Il transgresse ce pourquoi, justement, il a été fabriqué, ce pourquoi il a été choisi. Donc pour éviter ça, par exemple, en France, le Conseil d'État a été créé et il a vocation à vérifier la constitutionnalité des lois, afin d'éviter justement que le garant du droit ne se retrouve lui-même hors la loi. Hein. Rappelez-vous, c'est le principe, je l'avais donné, de... Je ne connais pas ce mot-là, c'est le principe de pyramidalité du droit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une loi n'a de valeur légale que si elle est conforme à la norme juridique de rang supérieur. Hein, par exemple, pour qu'un contrat puisse avoir une valeur, il faut qu'il soit conforme à la loi. Hein, si par exemple... Voilà, vous signez sur un contrat un truc qui dit bah, j'échange mon sang contre de l'argent, mais en fait ça marche pas parce qu'on n'a pas le droit de vendre son sang. De la même façon, une loi n'a pas de valeur même si elle est votée à l'Assemblée nationale, si elle n'est pas conforme à la Constitution. Par exemple, une loi qui du jour au lendemain interdirait, je sais pas moi, le droit de vote. Bah, imaginons, je sais pas, l'Assemblée nationale perd la boule et dit bah, à partir de demain les citoyens n'auront plus le droit de voter. En fait, cette loi, elle a beau avoir été votée par l'Assemblée nationale, elle a beau avoir été écrite dans le code, en fait, elle n'a pas de valeur parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Du coup, au fond, la Constitution, hein, qui est ici explicitement nommée par Arendt, puisqu'elle parle du premier amendement, qui est donc un élément de la Constitution, et de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs, qui est le principe constitutionnel de l'état de droit. Donc la Constitution ne peut pas être bafouée sans que l'État s'autodétruise. Quand l'État sort du droit, il est en contradiction avec lui-même. Le contrat social est dissous, car il repose sur la garantie des droits fondamentaux du citoyen. Si les citoyens n'ont plus de droits, au fond, l'État n'est plus représentatif de l'accord entre les citoyens. Il n'est plus en mesure d'assurer sa fonction principale, qui est de garantir la bonne application du droit. Il ne représente plus rien. Finalement, il sort du contrat qui avait été passé avec les citoyens, qui dit en somme, bah, nous on te délègue le pouvoir, mais en échange, toi tu assures le droit. Bah, là, le contrat il est rompu en un sens, si l'État sort du droit. Il se détruit comme autorité légitime. Alors la seule raison de son existence, c'est de jouer ce rôle d'autorité légitime. Alors, on va regarder un petit peu les exemples. Dans le premier cas, on voit donc qu'étaient ces idées de changement désirable, peut être dirigé vers des changements désirables et nécessaires. C'est le premier exemple qu'on a vu. Et ben on voit que malgré la démocratie, il reste des archaïsmes juridiques et des lois injustes, même en démocratie. Par exemple, la Troisième République reconnaît l'égalité des citoyens devant la loi, mais n'accorde pas le droit de vote aux femmes. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est que le désobéissant va dire, si je me bats pour le droit de vote des femmes, au fond, je me bats pour les valeurs proclamées par la République elle-même. Et c'est au nom de ça que je défends ce droit. Ce changement est désirable et nécessaire, mais pas juste dans ma tête, mais il est désirable et nécessaire parce que ne pas le faire, finalement, c'est ne pas être conforme à l'esprit de la Constitution ou à ce que dit la Constitution. D'ailleurs, au moment de l'abolition aux États-Unis des lois de ségrégation des Noirs, ce que dit la Cour suprême, c'est que ces lois sont anticonstitutionnelles, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Et donc, il fallait absolument abolir les lois ségrégatives parce qu'au fond, elles étaient contraires à ce que disait la Constitution, et notamment eu égard à l'égalité de tous devant la loi, évidemment. Donc, c'est pas qu'ils sont désirables parce que ça nous plaît, c'est qu'ils sont désirables parce que ils sont au nom de la cohérence du droit avec lui-même. Deuxième exemple, la transgression du premier amendement. Alors pourquoi est-ce que c'est important de préserver cet amendement-là? C'est parce que c'est peut-être l'amendement le plus essentiel. Il garantit les libertés individuelles fondamentales. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont fondamentales? Parce qu'elles sont nécessaires à l'exercice de la démocratie. Si les citoyens sont plus libres de s'exprimer, de discuter, de voter, en fait, il n'y a plus de démocratie. L'État est de fait, de facto, autodétruit. Donc, c'est pas seulement parce que c'est gentil,
C'est parce que c'est la condition de son identité. Si un État démocratique remet en cause ses libertés fondamentales, bah, il n'est plus un État démocratique. Il n'est plus lui-même. Hein. Donc sans cette garantie, l'État s'autodétruit. Et enfin, troisième exemple, la question de la séparation des pouvoirs, c'est un principe essentiel de l'État de droit parce qu'il empêche l'abus de pouvoir, hein, il protège le principe juridique de l'État de droit. C'est un principe de protection de l'État contre lui-même. Ce principe garantit que le citoyen a un recours contre l'État en cas d'abus. Donc vous voyez en fait, il y a un truc qui est vraiment extrêmement intéressant ici, c'est le renversement de la charge. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un droit à désobéir? Mais en fait, c'est parce que le désobéissant ne transgresse pas vraiment le droit. Si l'État devient hors la loi, s'il commence à ne plus respecter sa propre constitution ou l'esprit de sa constitution, au fond, il n'y a plus vraiment de droit. Parce que pour qu'il y ait un droit, il faut qu'il y ait une instance qui le fasse respecter. Mais si l'État est hors la loi, finalement, il n'est plus en droit de faire respecter le droit. Hein, il n'est plus en droit d'appliquer la loi. Et du coup, en fait, on est dans une situation de crise. Il n'y a plus vraiment de droit. Et du coup, il n'y a plus vraiment de transgression non plus. Hein, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que, et c'est là où il y a le renversement de la charge, qui est très intéressant, c'est que on a l'impression que quand le désobéissant désobéit, il fait quelque chose contre l'État. Il fait quelque chose contre le droit. Mais ce que dit le texte ici, c'est que la seule chose qui pourrait légitimer la désobéissance, c'est qu'en fait, le désobéissant ne fasse pas quelque chose contre la loi, mais pour la loi. Ne fasse pas quelque chose contre l'État, mais pour l'État. Vous voyez, ici, ce que dit Arendt, c'est qu'il cherche à défendre l'État contre lui-même. Il cherche à défendre l'État contre ses propres abus. En fait, c'est l'État qui est criminel quand il transgresse la Constitution, quand il ne respecte pas le premier amendement, quand il ne fait pas les changements nécessaires et désirables pour, je sais pas, par exemple, établir l'égalité des citoyens devant le droit. C'est l'État qui est le criminel. La désobéissance civile renvoie en miroir la criminalité d'État. Et on comprend pourquoi l'État veut traiter le désobéissant de délinquant. Il cherche simplement à entériner sa propre injustice, à faire passer le désobéissant pour quelqu'un d'injuste alors que c'est lui qui est injuste. En gros, son argumentaire c'est « Ah bah c'est pas moi, c'est toi hein », ou « C'est toi qui as commencé hein », quelque chose d'un peu puéril comme ça. Hein, il cherche à faire porter la charge de la responsabilité juridique sur le contestataire. Mais vous voyez en fait, je vais le dire un peu plus brutalement, c'est que le désobéissant cherche non pas à détruire l'État, mais à le sauver. La transgression n'est pas une tentative de sabotage du pacte civil, mais c'est au contraire la tentative de son sauvetage. Voilà. Alors, je suis allé un peu peut-être vite là-dessus, et il y a quand même quelque chose d'assez problématique dans cette affirmation, et je pense qu'il faut quand même le souligner. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui sont très en désaccord avec Hannah Arendt sur cette idée-là. Parce qu'un droit à désobéir, au fond, apparaît comme une contradiction. Hein, c'est vraiment une thèse de dire qu'il y aurait un droit à désobéir, parce que la première loi, la loi implicite de toutes les lois qui existent dans le code civil, dans le code pénal, etc., ben, c'est que il faut respecter la loi. Hein. Derrière toute loi, je sais pas, ne pas traverser au rouge, il y a implicitement l'idée « et tu obéiras à cette loi ». Vous voyez, c'est la loi suprême de toutes les lois, c'est qu'il faut obéir à la loi. L'idée d'un droit à la désobéissance, en ce sens, c'est une véritable contradiction, puisqu'on est en train de dire « ah bah, de temps en temps, on a le droit de pas obéir à la loi ». Vous voyez, une loi, il y aurait une loi dans le code civil qui dirait qu'on a le droit de pas obéir à la loi. Ce qui veut dire que du coup, il n'y a plus de code civil. Ça fait exploser le code civil, une loi comme ça. Donc ça peut jamais devenir un droit, la désobéissance civile. Hein. Quand on commence à avoir un droit de désobéir, l'idée même de loi devient absurde, vous comprenez. Donc du coup, là, on a un vrai dilemme, hein, et qui est très intéressant, c'est que d'un côté, on a une revendication contradictoire. Je veux avoir le droit de ne pas respecter le droit, donc on veut la garantie d'un machin qui donne le droit de ne pas respecter les garanties, ce qui est une contradiction, et de l'autre, on a l'autodestruction de la légitimité de l'État par sa contradiction avec lui-même. Un État qui sort de la loi, qui devient hors la loi, et qui du coup, en un sens, ne laisse pas le choix de lui désobéir, puisque c'est lui qui finalement sort du cadre de l'obéissance. Donc ici, je pense que quand il y a désobéissance civile, c'est qu'en vrai il y a une crise sociale et politique majeure, et on est dans un cadre où finalement la puissance de la loi vacille complètement, et que bon, on est dans une situation assez grave hein, en général. Hein, voilà. Bien, alors,
Le petit c, bon c'est la thèse, hein, je vais pas la commenter puisque au fond tout le deuxième paragraphe est l'explicitation de la thèse et donc j'y vais. Alors, il y a donc une différence entre la désobéissance et la délinquance, hein, on ne doit pas prendre le désobéissant pour un délinquant. Alors pourquoi? D'abord, Hannah Arendt met en avant une différence apparente, hein, parce que elle vient en cause plus tard. Alors cette différence apparente, avant de l'aborder, et c'est un principe de méthode que vous devez retenir dans la façon dont vous lisez les textes, quand il y a une distinction, il faut d'abord essayer de se rappeler pourquoi on aurait pu confondre. Qu'est-ce qu'il y avait de semblable? Qu'est-ce qu'il y avait d'analogue? Et là, en l'occurrence, en quoi ça se ressemble? C'est que dans les deux cas, il y a transgression de la loi. Il y a même transgression de façon volontaire, consciente et même parfois très calculée. Vous remarquez que Arendt parle de désobéissance civile, elle ne précise pas désobéissance civile pacifique ou non violente, qui n'est qu'un type de désobéissance civile possible. Hein, celui de Gandhi, hein, par exemple. Ici, elle laisse, dans l'extrait que je vous ai donné, en tout cas, elle laisse le champ à l'interprétation de façon assez large. Donc, dans les deux cas, on a l'impression qu'il y a une violence qui est faite, qu'il y a une transgression qui est faite, et du coup, ça se ressent. Alors, en quoi ça diffère maintenant? Mais évidemment, le délinquant agit en cachette. Hein, parce que il ne veut pas se faire voir. Ça impliquerait sa condamnation. Ça impliquerait qu'il soit susceptible d'être arrêté, jugé, etc. Lui, ce qu'il cherche, c'est éviter la sanction. Mais pourquoi? Pas parce que c'est désagréable. Pas seulement parce que c'est désagréable, mais parce que ça contredirait son geste. Hein, on ne peut pas vouloir ne pas profiter du butin d'un vol après avoir volé quand on est voleur. Quand un braqueur se fait arrêter, le juge il lui dit pas bon bah tu prendras 10 ans mais le butin c'est cadeau, t'inquiète, tu peux le garder. Hein, évidemment, se faire arrêter ça implique de ne pas pouvoir profiter du bénéfice de la transgression. L'invisibilité, la cachette, ça permet l'impunité. Et l'impunité est la condition de la motivation de la transgression. S'il n'y a pas impunité, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de voler, ça vaut pas le coup de transgresser la loi. Le délinquant a besoin d'agir en cachette, parce que c'est le sens même de son acte que de profiter de sa transgression. Alors à l'inverse, le désobéissant lui agit en public. Il lance un défi à l'État, à la limite on peut même dire qu'il veut se faire arrêter. Il cherche pas spécialement à éviter la sanction. Alors pourquoi? D'abord, ça donne de la visibilité à son combat. Agir en public, c'est essentiel. Hein, évidemment, le désobéissant va jouer sur l'opinion publique. Deuxièmement, très important, ça prouve qu'il ne cherche pas à profiter du crime. Parce que, du coup, comme il se rend, hein, comme il dit, regardez, c'est moi qui ai fait le truc, donc au fond, vous savez où j'habite, vous pouvez venir me chercher s'il y a besoin. Mais il se rend. Et du coup, il sait très bien qu'il va se faire condamner et que du coup, il ne pourra jamais bénéficier de la transgression. En fait, en apparaissant en public, il prouve à l'avance que son but, ce n'était pas, comme le voleur, de profiter du butin après avoir transgressé la loi. Hein, il annonce à l'avance que l'objectif, c'est pas le bénéfice personnel. Troisième argument, ça permet aussi de le mettre en position de martyr. Hein, ça permet de renverser le rapport du criminel et de la victime. Parce que, vous voyez, en se rendant, au fond, il accepte de subir la violence de l'autorité. Et souvent, c'est filmé, il y a des journalistes, etc. etc. Imaginez Rosa Parks. Elle se fait arrêter, elle se fait sortir du bus avec deux gorilles qui l'arrêtent, qui lui mettent une prune, etc. Donc voilà, une dame noire avec des courses, etc. Voilà. Bon, c'est elle qui a fait la transgression. Mais quand on voit les images, quand on voit la violence avec laquelle elle peut être traitée, quand on voit la violence avec laquelle les désobéissants sont traités, en fait on peut se dire, oh là là, mais en fait elle est de quel côté la violence? Est-ce qu'elle est bien du côté de Rosa Parks ou est-ce que c'est pas en l'occurrence la police ici qui... en appliquant la loi, révèle l'injustice de la loi et révèle la véritable violence qui se cache derrière et qui n'a rien de juste. Voilà, donc évidemment, vous voyez, le côté en public, en cachette, montre bien à quel point la délinquance se distingue de la désobéissance. Alors, du coup, on a bien compris ce qui permettait de distinguer les deux. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que cette distinction est faite. Alors, comment fonctionne la délinquance? Alors, je l'ai déjà dit, hein, le mobile qui pousse à la délinquance, c'est l'intérêt individuel, c'est l'égoïsme. Alors, non pas qu'il n'y ait pas parfois de bonnes raisons de défendre son intérêt individuel, éventuellement même par la délinquance. Hein. Peut-être que, je sais pas, c'est Jean Valjean qui vole du pain pour pas mourir de faim. Peut-être que parfois il n'y a pas le choix et ce ne sera pas de la désobéissance civile, parce qu'il n'y a pas une revendication politique derrière le fait de voler du pain pour survivre. Hein.
Mais ce que dit Arendt ici, c'est que le nerf de la différence, c'est ça. C'est que le délinquant agit poussé par son intérêt à lui, alors que le désobéissant agit au nom de l'intérêt général. Et la preuve, c'est qu'il est prêt à se sacrifier, à renoncer à son intérêt individuel au nom de son combat. Alors que le délinquant, jamais. Alors, et c'est ce que Hannah Arendt explique dans tout ce passage-là où elle définit le délinquant de droit commun. Pourquoi est-ce qu'elle précise par exemple qu'il peut agir en groupe? Eh bien justement parce qu'on aurait pu lui dire que le délinquant ne fait pas que défendre son intérêt à lui, mais aussi celui d'un collectif, celui d'un groupe. Or on a dit plus haut que ce qui caractérisait la désobéissance civile, c'est que le désobéissance civile agissait en groupe. Oui, mais il ne faut pas confondre un groupe de désobéissants et la mafia par exemple, qui est un collectif de criminels et qui même peut-être a son code de l'honneur. Hein, tout groupe n'est pas politisé. En ce qui concerne la mafia, au fond, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un groupe ou d'une association de gens dont les intérêts égoïstes coïncident par un heureux hasard? Est-ce qu'il y a vraiment groupe ou est-ce qu'il n'y a pas juste juxtaposition d'intérêts? Est-ce qu'il y a... Voilà, on pourrait distinguer... c'est pas mal ça. Distinguons juxtaposition d'intérêts et... disons, et intérêt collectif. Voilà. Dès que le mafieux est en position de le faire, il abandonnera son groupe s'il le peut. Hein. Ce qui motive le mafieux, c'est son intérêt à lui. Et il ne fait que maximiser son intérêt en s'associant, ou maximiser l'efficacité de réaliser son intérêt en s'associant. Hein. L'autre mafieux, pour lui, n'est qu'un moyen de s'en mettre plein les poches. C'est un moyen de mieux s'en mettre plein les poches. Alors du coup, ils vont évidemment bien s'entendre la plupart du temps, parce que voilà, chacun va être au service de l'autre dans ce collectif. Mais en un sens, l'autre n'est jamais que considéré comme un outil. D'ailleurs, si on regarde les films de mafia, il y a souvent des scènes de trahison qui servent à permettre l'ascension d'un bandit ou d'un autre. Et s'il n'y a pas trahison, si par exemple il y a une fidélité en prison, voilà, le type il se fait arrêter, il dit non, moi je dénonce pas les copains et tout. Au fond, c'est encore par intérêt égoïste. Le mafieux, il craint plus les représailles de la mafia que celles de la police. Et donc, on voit qu'au fond, la mafia n'a de collectif que l'apparence. Il y a simplement une juxtaposition d'individus qui sont prêts à se délier les uns des autres. La solidité du lien, au fond, n'est produite que par l'intérêt et éventuellement par la peur. Mais le mafieux ne se considère jamais... voilà, comme ne dirait pas que le groupe vient en premier. Le groupe n'est qu'un moyen, il n'est pas le but. Chez le désobéissant, à l'inverse, l'autre est aussi la fin de l'action. C'est le groupe qui est le but. Hein. Le groupe est le but et l'individu le moyen. Alors que dans la mafia, c'est l'individu le but et le groupe le moyen. Il se bat pour lui, mais aussi pour les autres. Et d'ailleurs, parfois, il y a même des désobéissants qui vont se battre pour une cause dont ils bénéficient même pas eux-mêmes. Pensons, par exemple, à ceux qui ont aidé les migrants dans les Alpes, comme Pierre Mimbert, voilà, le collectif à Briançon, qui a fait des maraudes avec les migrants, etc. Et dont certains ont été condamnés par la justice, à 6 mois de prison avec sursis, par exemple. Voilà, et donc eux, ils vont désobéir, ils vont transgresser une loi, la justice les condamne, mais au fond, on voit bien que c'est pas de la délinquance, que c'est de la désobéissance, parce que il n'y a pas la tentative de bénéficier de quoi que ce soit, puisque les mecs, ils vont donner de leur temps, donner de leur argent, voilà, et même prendre des risques pour aider autrui. Alors pour Arendt, alors allons un petit peu plus loin, l'autre grande preuve que le délinquant... agit vraiment pour son intérêt à lui, c'est qu'il refuse de s'incliner devant la volonté du groupe, et il cédera qu'à la violence du service chargé d'imposer le respect de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça ne veut pas dire que le délinquant est plus courageux que le désobéissant, sous prétexte que, ouais, lui, il ne céderait qu'à la violence des services chargés d'imposer le respect de la loi. Ça veut exactement dire le contraire. À partir du moment où son intérêt n'est plus assuré, le criminel cède. Si par exemple la police l'arrête, une menace de mort, il va se rendre. Au fond, ce qu'elle dit, c'est... il cède à la violence des services chargés d'imposer le respect de la loi. Alors qu'à l'inverse, le désobéissant ne cède même pas à la violence, il est prêt à se sacrifier, parce qu'il n'agit pas pour son intérêt. Il a déjà renoncé à son intérêt égoïste. Par contre, c'est vrai que le désobéissant va céder à la volonté du groupe, parce que le groupe, c'est le but.
Alors que le criminel, par exemple, comme son action elle est d'abord et avant tout individuelle, il s'en fiche de la volonté du groupe. Évidemment, il va pas s'incliner devant la volonté du groupe parce que ce qui lui importe, c'est son intérêt personnel. Son intérêt égoïste passe d'abord. Et c'est ce qui se passe dans Le Parrain, par exemple. Hein. Le mafieux se laisse jamais faire par le collectif qu'est la mafia. Hein. Il essaie de se débattre, de se défendre, voilà, et de faire sa place. Alors, passons maintenant à la définition de la désobéissance et à la justification de ce caractère collectif de la désobéissance. Alors on l'a compris, la cause de la désobéissance, c'est la défense de ce qui est perçu par le désobéissant comme l'intérêt général. Et ce qu'il prouve, c'est qu'il est prêt à se sacrifier pour ça, à sacrifier son intérêt particulier pour ça. Arendt il lance un défi aux lois et à l'autorité établie à partir d'un désaccord, et non pas parce qu'il entend bénéficier personnellement d'un passe-droit. Alors c'est très important ça, parce que ça veut dire qu'il ne transgresse pas la loi pour bénéficier de l'avantage qu'il y a à la transgresser. Hein, comme le voleur, qui ne s'amuse pas à transgresser la loi comme un kleptomane juste pour voler, il veut garder ce qu'il a, si vous voulez. Le désobéissant, au contraire, transgresse la loi pour transgresser, pour la dénoncer, pour montrer qu'il ne... en fait, même pour montrer qu'il ne devrait pas y avoir transgression, puisque la loi en question étant injuste, elle devrait être supprimée, et ça devrait être légal de faire ce qu'il fait. C'est au fond un geste assez symbolique, qui fait voir par une transgression le caractère injuste de la loi. Je vais même aller plus loin, c'est la loi qui est transgressive du point de vue du désobéissant. Hein. Et sa désobéissance, elle n'a rien de transgressif. Alors, je reprends l'exemple de Rosa Parks, que vous connaissez bien. Elle n'avait pas vraiment besoin de se reposer sur son siège. Elle ne cherchait pas à tirer un bénéfice de sa transgression. Elle déclare elle-même qu'elle n'était pas fatiguée, et celui qui lui demande de laisser son siège lui demande d'aller s'asseoir à l'arrière, ce qui implique qu'il y avait d'autres places libres et qu'elle aurait très bien pu se reposer quand même. Alors, je vous lis juste Wikipédia pour rappeler qui c'est Rosa Parks rapidement. Donc, elle devient célèbre le 1er décembre 1955 dans la ville de Montgomery parce qu'elle refuse d'obéir au conducteur de bus James Black qui lui demande de laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Et elle dit elle-même « Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée. Mais c'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille dame. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. » Donc on voit ici le bel argumentaire de désobéissance de Rosa Parks qui dit mais je ne vais pas transgresser la loi pour mon avantage particulier, mais bien pour la cause, pour le symbole, pour montrer que c'est la loi elle-même qui est transgressive et pas mon action. Alors à l'inverse, et la conséquence vraiment rigolote, enfin vraiment paradoxale de ça, très peu attendue, c'est que alors que le désobéissant veut abolir la loi injuste, le délinquant souhaite que la loi reste. Il veut que la loi continue, se perpétue. Le mafia protège d'ailleurs les régimes autoritaires. C'est dans les régimes les plus autoritaires qu'il y a le plus de mafia. C'est pendant la prohibition, par exemple, je vous rappelle, c'est la période où aux États-Unis la vente d'alcool est interdite, que la mafia a le plus prospéré. Le mafieux, c'est un grand amoureux de la loi. La loi, c'est la condition de son activité, puisque c'est par sa transgression qu'il va faire du bénéfice. Et on voit bien qu'il transgresse la loi, c'est vrai, mais il espère que la loi va continuer, parce que sinon il ne pourra plus bénéficier de des effets de sa transgression. Alors qu'à l'inverse, le désobéissant, lui, il veut un changement dans la loi. La question est de savoir maintenant ce que le désobéissant veut à la place. Et au nom de quoi il peut demander ce changement en démocratie, alors que précisément, il est en minorité. Alors, en effet, il y a un problème, c'est que le désobéissant défend une idée contre la majorité en faveur d'un groupe particulier. Alors je vous cite le texte, celui qui fait acte de désobéissance civile, tout en étant généralement en désaccord avec une majorité, agit au nom et en faveur d'un groupe particulier. Alors cette phrase, elle pourrait choquer en fait quand on y pense, parce qu'on est en train de dire « Ah ouais mais attendez, c'est plus la majorité qui fait la loi, le mec il défend les intérêts de son petit groupe particulier, mais ça c'est la règle de base de la démocratie, c'est qu'une décision vraiment collective, elle doit être majoritaire. » Alors c'est essentiel ça, et c'est ce qui justifie que... Alors ce point-là pour moi il est vraiment essentiel parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce texte. C'est que même les lois injustes sont votées démocratiquement en démocratie. On a beaucoup parlé avant de l'abus de pouvoir étatique dans le premier paragraphe, mais en fait, qu'est-ce que j'ai écrit ? Mais en fait le texte va plus loin
Et en fait, il parle de l'abus de pouvoir du peuple, qu'on nomme parfois tyrannie de la majorité. En fait, le paragraphe 1, il parle de l'abus d'État, mais l'État est représentatif de l'abus de la majorité. Et donc, il n'y a pas que l'abus de pouvoir de l'élite de l'État, il y a aussi, au fond, peut-être l'abus de pouvoir de la majorité. Et c'est de ça dont il est question ici. Hein. En ce sens, la majorité, en démocratie, a toujours raison. Et même si on n'est pas d'accord avec elle, en principe, le fait d'accepter les régimes démocratiques implique qu'on accepte la modalité de la décision majoritaire. Si donc la majorité décide quelque chose, il n'y a pas vraiment de bons arguments pour refuser une telle chose. La sauvegarde de la démocratie, en principe, implique qu'on se soumette à la décision majoritaire. Parce que sinon, ça veut dire qu'une minorité peut faire prévaloir ses intérêts sur le plus grand nombre. C'est ce qui se passe, par exemple, voilà, dans les régimes technocratiques ou de l'aristocratie, où une petite partie du peuple s'empare du pouvoir. Donc, la règle de majorité, elle a son sens. Ça permet d'éviter, justement, que la souveraineté soit divisée, que la souveraineté appartienne simplement à une partie de la population et pas à tous, et ça romprait l'égalité des citoyens devant le droit. Sauf que évidemment la majorité fait parfois des choses horribles. Et précisément, elle est oppressive très souvent vis-à-vis des minorités, qui du fait de leur minorité ont aucun moyen de se défendre. Ils auront beau voter tout ce qu'ils veulent, comme ils sont en minorité, ça ne changera jamais rien. Alors donc la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a un argumentaire qui permet de dire qu'on peut s'opposer à la majorité sans pour autant que ça devienne partial. Je vous rappelle que partial, ça vient de parti. Partial, ça veut dire favoriser une partie au détriment des autres. Or, quand on défend une minorité, évidemment, on pourrait penser que c'est partial, parce qu'on défend juste une petite partie du tout, on défend les intérêts particuliers de certains. Un particulier, je attentif, ça veut dire aussi de partie, sans se soucier de ce pense de la majorité. Et du coup, vous voyez, cette phrase, elle pourrait choquer, parce que celui qui fait acte de désobéissance agit en faveur d'un groupe particulier, donc on pourrait penser qu'il est partial, qui défend que certains au détriment des autres, sans se soucier de ce que veut le groupe. Alors, réponse. Le but de la démocratie n'est pas la défense de l'intérêt de la majorité. Le but de la démocratie, c'est le bien commun. C'est la justice. La majorité, le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours représentative du bien commun. Et c'est même en général, ou assez souvent, l'émanation d'un rapport de force injuste. En fait, dans le cas de la lutte pour les droits des Noirs, des femmes, ou de toutes les minorités qui existent, les homosexuels, les handicapés, etc., au fond, c'est la majorité qui est partiale, au sens où elle défend l'intérêt privilégié de certains au détriment de l'intérêt des autres, fût-il minoritaire. C'est juste que cette partie, elle est très grande, mais ça ne reste qu'une partie. C'est pas l'intérêt général. C'est pas parce qu'une partie est grande qu'elle défend l'intérêt général. En l'occurrence, les blancs qui défendent les lois de ségrégation défendent leurs avantages particuliers, leur droit à exploiter des noirs, en l'occurrence. Donc, ce qui est très important, c'est de distinguer le couple majoritaire-minoritaire du couple intérêt général, intérêt particulier. Et voir qu'il n'y a pas toujours parallélisme. C'est pas parce que la majorité a pris une décision qu'elle a pris la décision de l'intérêt général. Et c'est pas parce qu'une minorité revendique une idée qu'elle défend son intérêt particulier. La majorité peut très bien incarner un intérêt particulier injuste et la minorité un intérêt général. L'intérêt général qui, par ailleurs, permet de défendre aussi son intérêt particulier. L'idée, c'est que les Noirs, en défendant leurs propres droits particuliers, défendent en réalité l'intérêt général et la vie de la démocratie. Je le justifierai tout à l'heure. L'idée que la majorité doit trancher, en fait, le problème, c'est qu'on confond deux idées. On confond l'idée que la majorité doit trancher, l'idée que la majorité doit trancher, c'est un bon principe dans certains cas. C'est un garde-fou contre les minorités oppressives de dominants, l'aristocratie, l'élite, etc. Et en ce sens, évidemment, ça permet d'éviter que quelques-uns prennent des décisions très avantageuses pour eux. Par contre, évidemment, c'est dangereux quand la minorité, c'est pas une minorité dominante, mais une minorité oppressée de dominer, puisque la situation injuste a toutes les peines du monde à être changée, vu qu'ils sont en minorité. Le vote n'est pas représentatif. Leur vote n'est pas représentatif, n'est pas représenté plutôt que représentatif.
En fait, non, c'est bien peut-être. Le vote, il n'est pas représentatif. Il n'est pas représentatif de la majorité. Aux États-Unis, avant l'abolition des lois de ségrégation des Noirs, le vote noir n'était pas représentatif. Évidemment, il y avait plus de Blancs qui préféraient maintenir les lois ségrégatives. Et encore, c'est quand la minorité a le droit de vote. Alors on comprend pourquoi la désobéissance civile apparaît comme un acte inévitable. C'est le seul moyen de contestation qui reste, puisque les moyens habituels de vote ne marchent pas et ne pourront jamais marcher. C'est ça le truc. C'est le seul moyen de contestation qui a l'espoir de faire changer les choses. Alors, comment alors légitimer ce changement dans la loi et prouver qu'une minorité peut bien incarner l'intérêt général? Intérêt général, c'est-à-dire ce que devrait vouloir la majorité. Alors, je vais prendre le cas du féminisme comme exemple pour le comprendre. Alors, on pourrait dire le féminisme, par exemple, c'est une cause juste, parce que il réclame l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Puis l'égalité réelle, pas seulement juste dans le texte de la loi, mais l'égalité effective des droits entre les hommes et les femmes. Ok. Donc si je suis un homme et que je suis féministe, je devrais vouloir cette égalité, puisque l'intérêt général devrait aussi inclure mon intérêt à moi. Ok, alors comment ça c'est possible? On pourrait d'abord répondre avec cette idée que notre position dans la société, au fond, elle est un peu due au hasard, elle est contingente. Elle aurait pu être différente, ou même elle pourrait changer. J'aurais pu naître avec un autre sexe, ou avec une autre couleur de peau. Les rapports de domination pourraient s'inverser. On pourrait imaginer que, je sais pas moi, tout d'un coup, la majorité, ça devienne les femmes, les noirs, etc. Et du coup, au fond, c'est un peu risqué, de voter ou de défendre des lois inégalitaires, parce que le vent pourrait changer un jour. Ou finalement, même si le vent change pas, au fond, le fait que je sois dans une position avantageuse, c'est pas vraiment de ma faute, ou de mon mérite. Au fond, j'ai pas de bonne raison de favoriser la position sociale et politique des hommes, parce que je dois mon sexe au hasard. Bon, ok, c'est déjà pas mal, mais au fond, on voit que cette manière de comprendre le problème indique que je me reconnais pas dans l'intérêt général. Ça veut dire que j'ai l'impression de sacrifier un avantage pour une bonne cause, que je dois renoncer à mon intérêt particulier au nom de l'intérêt général. Au fond, il y a encore contradiction entre mon intérêt et l'intérêt général, quand je défends le féminisme en tant qu'homme pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, ça peut engendrer d'autres comportements patriarcaux, du type « Ah bah au fond, je suis un héros parce que j'aide les femmes, et que je suis de leur côté. Et d'ailleurs, je le fais parce qu'elles savent pas bien s'aider elles-mêmes, et je leur donne un coup de pouce parce que elles y arrivent pas. » Donc au fond, on voit que c'est pas parce que voilà, je suis un homme et que je suis féministe qu'au fond, je suis vraiment féministe. Il suffit pas de dire « Je veux l'égalité de droits » pour vraiment avoir compris ce que c'était que l'intérêt général. Alors on pourrait répondre du coup plus subtilement en disant que l'homme féministe défend son intérêt à lui en défendant le droit des femmes, et non pas son intérêt à lui au cas où le vent tournerait, ou au cas où les femmes voudraient se rebeller, mais parce que, au fond, il souffre de son propre machisme. Alors je vous renvoie pour ça à une vulgarisation de cet argumentaire que Emma Watson avait tenu à l'ONU, je vous ai mis le lien ici, qui est assez joli, ça vous fera travailler votre anglais en plus. Alors, au fond, l'argumentaire et en substance, c'est de dire que le machiste souffre de son machisme, il est dominant de sa domination. Par exemple, c'est juste un exemple pour illustrer ça, le taux de suicide chez les jeunes garçons est environ 4 fois supérieur au taux de suicide des jeunes filles. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs, mais en particulier parce que il y a une grande pression sociale qu'on doit endosser quand on est un garçon, et que ce rôle implique par exemple de jouer les durs, de pas demander du soutien affectif, parce que cette demande apparaîtrait comme trop dévirilisante, trop fille, et que du coup ce serait contradictoire avec le rôle social le rôle social de garçon que la société nous oblige à tenir, et qu'au fond ça empêche de demander de l'aide quand on en a besoin, et que du coup ça aboutit à des situations d'extrême angoisse chez beaucoup de gens. Bon, c'est juste un petit exemple parmi d'autres, mais on voit ici que, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que la minorité oppressée
incarne vraiment l'intérêt général. Parce qu'il s'agit de l'intérêt de tous, de l'intérêt vraiment universel, et pas juste de la défense d'un privilège immérité qui prendrait le prétexte de l'égalité pour jouer au fond une guerre d'intérêt, quoi, et essayer d'en avoir plus que sa part ou de prendre la position de l'autre. Il s'agit pas de penser une théorie du remplacement. Être féministe, ça veut pas dire que les femmes elles vont remplacer les hommes, ou qu'elles cherchent à en avoir plus que leur part en, en défendant leur propre intérêt. Ce qu'il faut voir dans le combat féministe, qui a d'ailleurs du coup un nom un petit peu étrange, hein, c'est que c'est un universalisme, c'est que ça défend l'intérêt de tous, y compris l'intérêt des hommes en tant qu'hommes, hein, et c'est ça qui rend ce combat juste, en fait, hein, et ce combat intéressant. Voilà, donc alors juste une toute petite précision, j'ai dit le machisme souffre de son machisme et le dominant de sa domination. On pourrait avoir envie de dire oh le pauvre. Oui, non, évidemment il fait plus de mal par son machisme qu'il ne souffre de son propre machisme, hein, et ça n'excuse rien. L'idée c'est juste de montrer que il n'y a rien d'altruiste dans le fait d'être féministe, hein. C'est pas enfin, les hommes féministes ne viennent pas aider les femmes, ils s'aident eux-mêmes en réalité, et c'est ça que ça veut dire l'intérêt général, c'est que chacun y trouve son intérêt, et le combat est juste parce que ça défend vraiment l'intérêt de tous, qui n'est pas toujours le même intérêt d'ailleurs, hein, mais qui est vraiment l'intérêt de tous. Alors du coup, c'est ce qui permet pour Arendt de dire que le désobéissant est porteur d'un autre droit. La minorité désobéissante défend, et c'est ça qui la rend légitime, ce droit idéal, et ce droit qui tire sa justice de son universalité, et non pas juste de ce que dit la loi, sachant que la loi dit souvent des choses injustes. Et du coup, là je trouve que c'est intéressant parce qu'on retrouve la source de la plupart des tensions du concept de justice, avec ce fameux couple qu'on a déjà vu plusieurs fois, de légitimité et l'égalité. Je vous rappelle, la légitimité c'est la justice telle qu'elle devrait être, telle que la raison l'a définie, et l'égalité c'est juste la justice telle qu'elle est dans la loi. Alors de façon plus moderne, on peut aussi dire parfois droit positif, droit naturel. Le droit positif, c'est le droit tel qu'il est posé, tel qu'il existe, tel qu'il est dans la loi. C'est la légalité telle qu'elle est décidée par les hommes. Et le droit naturel, c'est l'idée d'un droit parfaitement juste. Une idée qui serait fondée, un idéal fondé sur l'idée que la nature humaine, le fait d'être un humain, implique la possession inaliénable de certains droits. Inaliénable, c'est on ne peut pas nous les enlever. C'est que du fait d'être un humain, on a un droit absolu et incontestable, au fait, par exemple, d'être libre, d'avoir une liberté de pensée, religieuse, etc. Alors, je rappelle ça parce que ça permet que vous ayez bien en tête ça. C'est qu'ici, il y a vraiment deux grandes traditions de pensée. Il y a la tradition de la désobéissance, qui suppose que du coup, il y a un écart entre le droit naturel et le droit positif, et que le droit positif doit avoir pour modèle, pour norme, l'idée d'une justice idéale et universelle, et qu'il doit s'améliorer, qu'il faut essayer de réformer le droit dans ce but pour qu'il atteigne un haut niveau de justice, si vous voulez, et que dans le cas où la réforme est impossible, où elle ne marche pas, ou qu'elle est vouée à l'échec, ou qu'il y a trop de résistance voilà, pour X ou X raisons, que du coup il faut parfois se battre pour ça, parce qu'au fond une loi injuste n'a pas vraiment de valeur. Le but de la loi c'est de devenir vraiment juste, et qu'il ne suffit pas que ce soit écrit dans la loi pour que ce soit vraiment juste. Donc on voit bien, voilà, il y a des gens qui pensent qu'il y a un écart vraiment entre le légal et le légitime, entre le droit positif, le droit tel qu'il est posé, et le droit naturel, le droit tel qu'on pourrait le déduire de la nature humaine. Mais en fait on peut aussi dire, c'est un peu dangereux de dire qu'il y a un écart entre le légal et le légitime, et de dire qu'au fond il y a un droit naturel, et qu'il y a autre chose que le droit positif. On peut refuser du coup la distinction entre les deux. Pourquoi ? Au fond, l'idée c'est de dire qu'il n'y a de droit juste que le droit existant, que le droit positif, parce qu'un droit, parce que c'est un droit, parce qu'au fond c'est la seule chose qui met tout le monde d'accord. C'est un peu l'idée de Pascal qu'on avait vu dans le grand 1, le droit c'est un texte public qui n'est pas une vague intuition de la justice ou un sentiment d'injustice, ou même d'ailleurs un discours raisonné sur la justice. L'idée d'un droit idéal pourrait être dénoncée non seulement comme un doux rêve, mais aussi comme quelque chose de dangereux, car c'est assez facile de se prévaloir, de dire ça devrait être comme ça, oui, c'est facile de dire ça devrait être comme ça, les choses seraient mieux ainsi, etc. Car au fond, on peut inventer la nature humaine qui nous arrange.
pour déduire le droit qui nous avantage le plus. Alors cette idée d'un droit naturel, de certains droits inaliénables qui seraient liés à notre humanité, au fond, elle invente un peu l'homme qu'elle veut. Par exemple, voilà, l'abolition de l'esclavage est bien postérieure à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se revendique de cette idée d'un droit naturel, un droit qui appartient à la nature humaine. Pourquoi les Noirs sont pas des hommes, donc du coup on s'en fout, on n'est pas obligé de leur accorder, voilà, la liberté, etc. Et du coup, il a fallu attendre voilà, 60 ans avant de dire oh là, mais les gars, définissez d'abord l'homme avant de parler de droit naturel, parce que sinon on raconte n'importe quoi et au fond on crée des injustices encore plus graves en ayant des argumentaires de mauvaise foi pour le défendre. Voilà, donc c'est assez dangereux parfois hein, de défendre un droit naturel, et du coup on pourrait dire que la prudence exige qu'en l'absence d'un critère incontestable de justice, on s'en tienne à ce sur quoi on arrive à se mettre d'accord, au texte public, à la loi, à ce qui est posé. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ces deux traditions, hein, une tradition qui définirait la justice à partir d'une norme idéale, et la tradition au contraire qui définit la justice à partir de ce sur quoi on se met d'accord concrètement, parce que penser un idéal c'est parfois ambigu, c'est parfois dangereux. Alors en conclusion, on voit qu'on n'est jamais dispensé d'une réflexion sur la justice, hein, et que le sens de la justice ne tombe pas du ciel. Il faut y réfléchir, il faut peut-être même parfois se battre hein, contre le droit injuste, mais que voilà, la justice, l'État ne suffit pas à garantir la justice, quand bien même il est le plus juste du monde, quand bien même il respecte parfaitement le droit qu'il s'est lui-même édicté, quand bien même le vote est représentatif. La justice, c'est pas juste une procédure d'État. Hein. La justice, ça implique une réflexion du sujet en personne. Ça implique qu'il faut être... voilà, ça implique... on peut pas décider de la justice à notre place. Hein. C'est quelque chose qui suppose un effort de la pensée et peut-être parfois un effort politique, parce que voilà, elle peut pas découler d'une procédure automatisée de laquelle on s'en ficherait. Voilà. Alors j'ai terminé pour ce grand point. Je terminerai par un dernier cas assez rapide et assez rigolo. On va analyser un petit procès pour finir. Parce que voilà, mon idée ça va être de dire que même quand on a réussi à mettre des lois justes et qui sont effectivement justes, avec lesquelles on est profondément d'accord, voilà, et en fait c'est même pas encore réglé, il y a encore des efforts à faire, et voilà, et je pense qu'on va arriver à mon idée finale, qui est je pense une idée très simple et en même temps très belle, c'est que la justice c'est le jugement. Hein, et que c'est pas un machin qui est écrit dans un bouquin, un truc pré-mâché, c'est l'exercice de la pensée. Hein, et ce sera ma conclusion de ce cours sur la politique, qui j'espère vous aura intéressé. Bien, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.